Et ce soir, nous ne retrouvons pas un, mais deux invités, en l'occurrence Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes spécialiste des questions internationales et militaires. J'ai l'honneur de recevoir également Badis Khanissa, expert en questions internationales et géopolitiques. Bonsoir. Alors messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Manuel Pouchelet, comment interpréter la conclusion enfin de cet accord de cessez-le-feu et pourquoi maintenant ? Bon, si vous voulez, c'est un cessez-le-feu qui devenait de plus en plus pressant. Pourquoi? Parce que le Liban est sous pression avec des déplacements de réfugiés. Je rappelle que c'est un pays qui ne compte que 4 millions de personnes et on peut rajouter 1 million de déplacés avec notamment l'accueil des réfugiés syriens. Mais je vous ferai remarquer aussi que ces mouvements de population ont créé de grandes déstabilisations au nord de la capitale avec justement ces cohabitations entre communautés ethniques et religieuses qui devenaient délicates. Maintenant, il faut savoir une chose, Israël, je pense, n'a toujours pas compris que face au Hezbollah, elle n'était pas forcément en mesure de gagner. Pourquoi? Parce que c'est un contradicteur particulièrement efficace, particulièrement organisé, et force est de constater que cette guerre a duré 66 jours, la précédente en 2006 en avait duré 33 avec notamment la résolution 1701 des Nations Unies. Ce que je peux vous dire ce soir, si vous voulez, c'est qu'Israël aussi a essuyé de nombreuses pertes et avec en ce moment une incertitude sur le régime iranien, Jérusalem ou Tel Aviv se méfie, si vous voulez, de Téhéran qui pourrait réagir. Et comme je l'avais annoncé plusieurs fois sur votre antenne, elle n'est pas en mesure, au regard des effectifs de son armée, de pouvoir être sur plusieurs fronts. Et je pense que c'est une première limite des capacités de l'armée israélienne ce soir que nous évoquons, puisque son contradicteur tenace, malgré l'élimination de ses chefs historiques, je pense à M. Nasrallah ainsi que d'autres cadres du parti de Dieu, finalement résiste et est toujours organisé et finalement renvoie Israël à ses propres contradictions, sachant qu'en Israël, vous avez aussi des contestations de la population ainsi qu'au sein de l'état-major de l'armée de M. Netanyahou en tout cas. Donc défaite de l'entité sioniste. J'aimerais retourner la même question à Badis Khanissa. Comment interpréter aujourd'hui la conclusion de ce cessez-le-feu, sachant que les Libanais ont payé un lourd tribut, on le voit en chiffres, près de 4000 martyrs et 900 000 déplacés selon les Nations Unies. Comment interpréter le timing de ce cessez-le-feu ? Écoutez, tout d'abord, de prime abord, et selon la trajectoire depuis quelques mois déjà, notamment sur le terrain militairement parlant, mais aussi diplomatiquement parlant, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une espèce de porte de sortie dérobée, notamment pour l'entité sioniste, qui est bien évidemment mise sous la tutelle de cette discussion, ou je dirais même négociation sous l'égide de la France et des États-Unis, qui est aujourd'hui révélée au monde comme un succès diplomatique, alors que pas du tout, puisque encore une fois, comme j'expliquais, c'est une claque diplomatique, c'est un échec militaire cuisant, notamment pour l'entité sioniste, elle qui ne peut pas être sur plusieurs fronts, elle qui a démontré effectivement d'une manière factuelle, mais surtout militaire et même financière, qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre d'usure, une guerre sur du long terme, elle qui se vantait justement de pouvoir le faire sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, il s'avère que côté Liban, en tout cas, où les territoires occupés nord sont aujourd'hui souffrent justement par le déplacement de plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens, rappelons-le aussi, au même titre que les Libanais, et qui aujourd'hui ne peuvent pas revenir dans leur propre, je dirais, maison en territoire occupé. Donc il faut nuancer quand même sur ce point. Et puis un autre point aussi qu'il faudra reconsidérer aujourd'hui au vu de cette trêve très fragile, comme vous l'avez dit, hein, on marche sur une crête, puisque l'entité sioniste ne sera pas à sa première violation notamment de trêve ou même de cessez-le-feu. Elle l'a démontré à maintes reprises. Il y a déjà eu aujourd'hui 2 journalistes blessés. Tout à fait. C'est la marque de fabrique de cette entité sioniste médiocre, mais surtout qui n'est pas du tout digne de confiance, on va dire. Mais au-delà, si vous voulez, en toile de fond, il faut le voir en filigrane que l'entité sioniste peut-être exploiter, parce qu'elle était aussi dans l'obligation de devoir arrêter, avoir un cessez-le-feu, comme je disais, une issue plus ou moins favorable qui permet de, je dirais, colmater les brèches, mais surtout aussi de cacher un peu les apparences.
mais il faut rappeler aussi que cela permettra de réduire un tant soit peu cette pression populaire, cette fronde politique que subit Netanyahou et son gouvernement, qui peut-être lui permettra un redéploiement stratégique beaucoup plus focalisé sur Gaza, malheureusement, encore une fois, au vu de la trajectoire, puisque, rappelons, Netanyahou avait temporisé le temps que Trump arrive à la Maison-Blanche. Et puis, il y a aussi ça a été évoqué d'ailleurs dans votre reportage, les capacités militaires de l'entité sioniste aujourd'hui ont besoin d'un réassort stratégique, un réarmement, quand on sait que, par exemple, le dôme de fer a été considérablement fragilisé, avec un rapport très simple. Vous avez des roquettes à 500 $ de coût de fabrication contre 50 000 $ de missiles d'interception. Donc, oui, je pense que ça sonne le glas, effectivement, d'un cessez-le-feu, je dirais, dont on se réjouit aujourd'hui pour le peuple libanais. Ceci étant, gardons en tête que cela permettrait peut-être d'accentuer davantage la guerre génocidaire contre le peuple ghazaoui, le peuple de Palestine, puisqu'aujourd'hui, l'entité sioniste et Netanyahou se voient avoir un front fermé et concentrer ses forces sur Gaza, justement. Très bien. Manuel Pouchelet, je reviens vers vous. Quelle est la prochaine étape maintenant, notamment au niveau de la FINUL? Alors la FINUL, moi j'ai eu la chance de participer au premier mandat avec la résolution 1701 en tant que conseiller. Donc si vous voulez, ce qu'il faut noter, la FINUL ne fonctionne que si elle a des moyens lourds qui sont engagés. Le premier mandat de la résolution 1701, des moyens militaires, des systèmes d'armes comme les chars Leclerc ou des batteries Cobra, donc anti-départ de roquettes, avait été déployé au Sud-Liban ainsi que de gros moyens d'artillerie. Je pense que la FINUL ne refera peut-être pas l'erreur, on va dire, de 2006 où ces moyens avaient été mis à disposition d'un force commandeur qui à l'époque était français, puis son successeur a été italien. Et aujourd'hui, c'est sous commandement espagnol. Je pense qu'Israël est très sensible, si vous voulez, au niveau du commandement de la FINUL, ou dans la mesure où celui qui est force commandeur, je vous le rappelle, est représentant de l'ONU, et donc forcément apolitique par rapport au pays qu'il représente. De toute façon, une chose est sûre, excusez-moi, vous entendrez toujours le même discours du côté israélien. Elle va demander à ce que le Hezbollah se retire au nord du Litanie, c'est-à-dire la zone d'opération de la FINUL, mais en même temps, je pense qu'il est peut-être temps de changer de résolution et l'erreur, je pense, d'appréciation serait la suivante, c'est-à-dire de rebadger la résolution 1701 avec, on l'a annoncé, des moyens plus conséquents, notamment avec des contingents français et étrangers, notamment européens. Mais vous savez, la FINUL est présente au Liban depuis 1978 oui. Et je pense que l'on a épuisé ses capacités. Il est peut-être temps de redéfinir un mandat, en tout cas. Vous avez évoqué la résolution 1701. On vient d'apprendre que la FINUL a indiqué que ces soldats sont prêts à intervenir selon cette même résolution. Manuel Pouchelet. Oui, alors en fait, si vous voulez, la résolution 1701, elle prend aussi en compte le déploiement de l'armée libanaise au sud. Il faut savoir que l'armée libanaise n'avait pas pu pénétrer le sud Liban pendant une vingtaine d'années. Je parle là de septembre 2006 avec cette guerre de 33 jours qui s'était soldée, on va dire, par des résultats déroutants. Mais je peux vous garantir une chose, il faut intégrer dans ce dispositif de la FINUL, certes, on parle toujours de FINUL renforcée, mais surtout le déploiement de l'armée libanaise qui, elle, est en mesure de s'adresser à d'autres Libanais que sont la présence notamment des combattants du Hezbollah et qui est aussi un parti politique. Donc je pense que de toute façon, comme je le dis à chaque fois, les solutions de paix, les solutions de pourparlers appartiennent toujours aux acteurs locaux sans forcément prendre en compte malheureusement cet interventionnisme américain. Vous savez, tant bien du côté israélien que libanais, on sait que l'administration de M. Biden, d'ici cette semaine, aura quitté le pouvoir en tout cas. Très bien, je reviens à Badis Khanissa. Peut-on attribuer cette petite ou mince victoire, que ce soit militaire ou diplomatique, bien entendu à la résistance, l'axe de la résistance, notamment libanaise, mais aussi peut-on l'attribuer aussi au peuple libanais qui est, on l'a vu, très attaché à la terre, à sa terre? Avant de vous répondre rapidement, j'aimerais rebondir justement sur ce qui a été dit. Vous évoquiez effectivement la résolution 1701. Alors, ce qui était intéressant dans en tout cas les détails de ce cessez-le-feu, cette trêve très fragile, c'est qu'il y a eu l'absence notamment explicite, en tout cas de cette résolution, qui a été détaillée d'une manière un peu plus subtile, disons, déclinée subtilement à travers justement le retrait
des forces sionistes notamment. Et chose que d'ailleurs l'ONU a aussitôt demandé, en se réjouissant bien évidemment de cette décision, mais surtout à pérenniser, pour pérenniser justement ce cessez-le-feu notamment, il faut revenir à cette résolution et la faire respecter notamment par l'entité sioniste qui, je rappelle, ne l'a jamais, au grand jamais respectée, voire même pire, elle a attaqué même les forces du FINUL récemment. Pour revenir à la victoire, effectivement, on ne peut dissocier ce jalon, en tout cas important, notamment dans cette trajectoire et militaire, politique surtout, parce que rappelons que le Liban n'est pas, je dirais, dans une situation favorable pour mener à bien une guerre comme celle-ci, qui plus est contre un ennemi génocidaire qui n'a ni foi ni loi. Donc oui, on peut dire que la cohésion notamment du peuple libanais, qui est certes était sur une crête, et ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre, mais surtout la résistance notamment déterminée, engagée, qui a effectivement donné le là, mais surtout aussi qui a pesé aujourd'hui dans la balance géopolitique pour permettre effectivement d'arriver et d'aboutir à cette victoire en demi-teinte, certes, puisque cela en rien ne réduira les tensions et surtout ne résoudra la solution, puisqu'aujourd'hui Gaza est toujours bombardé et le peuple palestinien est toujours sous les génocides à ciel ouvert. Cependant, cela permet effectivement d'isoler davantage l'entité sioniste, de lui démontrer par A plus B qu'effectivement elle n'a pas le rapport de force comme elle l'entend, comme elle prétend le démontrer sur le terrain, et que peut-être, in fine, les résolutions quant au cessez-le-feu à Gaza pourraient voir le jour et surtout pourraient être factuellement mises en place, exécutées sur le terrain. Et puisque vous évoquez la bande de Gaza, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut espérer la conclusion d'un tel accord à Gaza, Badis Renissa? Tout dépendra effectivement de plusieurs facteurs, plusieurs agrégats, notamment d'éléments et de vecteurs, à savoir la Maison-Blanche, le prochain locataire qui est Donald Trump, et sa vision qui a l'air d'avoir une trajectoire contraire, notamment, qui certainement, s'il y aura un cessez-le-feu, il sera unilatéral en faveur certainement de l'entité sioniste. L'espace aussi arabe, les forces contraires notamment au sein de l'ONU qui œuvrent justement intelligemment mais activement pour justement le peuple palestinien, la cause palestinienne. Bien évidemment, mais au-delà de ces considérations, reste l'acteur majeur de cette piètre pièce théâtrale génocidaire qui est Netanyahou, qui est en roue libre, qui se sent renforcé, qui, comme je disais tout à l'heure, par ce répit, un temps de répit lui permettra peut-être de mieux se redéployer, notamment lui qui a commencé à remanier son propre effectif et l'exécutif. Donc, seul l'avenir nous le dira, mais je crains malheureusement que seul le rapport de force, notamment, et faire fléchir l'entité sioniste à travers des résolutions, notamment du Conseil de sécurité, avec audace, avec courage, mais surtout avec responsabilité pour la soumettre une bonne fois pour toutes et l'extraire de cette impunité et cette immunité dont elle a joui depuis quelques années déjà. Et qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet? Peut-on espérer la conclusion d'une telle trêve ou d'un cessez-le-feu à Gaza, tant espéré et plaidé par l'Algérie, notamment par de nombreux pays, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? J'espère que excusez-moi de cette expression, du laboratoire du cessez-le-feu à Beyrouth ou au Liban puisse se déporter sur la bande de Gaza où la population est exposée à des situations tout aussi horribles. Je ne sais pas si le fait que M. Netanyahou reconcentre ses forces sur Gaza soit vecteur d'une future stabilité, mais ce que l'on peut constater et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'on voit des grandes puissances présentes au Conseil de sécurité qui se mobilisent, ainsi que des puissances régionales. Vos reportages l'ont montré, avec la Turquie, avec l'Irak, avec l'Iran, et pour l'instant, un grand silencieux qui est l'Arabie Saoudite, mais qui, je pense, ne saurait tarder, si vous voulez, dans son intervention. Mais ce qui est intéressant, ce serait bien que cette initiative de tentative de paix, de cessez-le-feu, puisse être enfin un coup d'arrêt définitif aussi aux opérations de M. Netanyahou à Gaza. Mais on l'a vu, toutes les résolutions présentées jusque-là, notamment par l'Algérie, ont reçu donc, le veto américain qui bloque toute initiative de paix à Gaza. Peut-on espérer voir cela changer avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir?
Vous savez, Donald Trump est imprévisible. Donald Trump est en train de constituer ses équipes et quand on regarde l'effectif de ses équipes, certaines personnes sont connues. Je pense, vous savez, avant son départ, avec le déplacement permanent de Mike Pompeo, qui était son secrétaire d'État dans la région, avec toujours des tentatives de négociation, de trouver des solutions, mais aussi, si vous voulez, quelques erreurs, hein, puisqu'il y a eu des accords contre nature. Je pense aux accords d'Abraham. Maintenant, je le dis et je le répète, la solution de paix, la solution de cessez-le-feu, la solution de stabilité appartient aux acteurs de la région et non à l'immixtion occidentale telle que les Américains, les Européens ou d'autres nations. Très bien, Badis Renissa, je terminerai par une dernière question. Comment interpréter les menaces de l'entité sioniste par rapport aux déplacements nocturnes des Libanais qui sont d'ailleurs retournés à leur terre dès l'entrée en vigueur de cet accord? Justement de la pièce théâtrale sioniste dans ce cas de figure, puisqu'elle essaye de quand même, tant bien que mal, d'abord cacher les apparences, mais surtout aussi à travers ce cessez-le-feu, de montrer qu'elle a toujours le pouvoir et le contrôle, notamment sur le terrain, y compris dans la banlieue sud et les territoires du sud du Liban. Donc, je dirais c'est une formalité, bien évidemment. Maintenant, encore une fois, c'est elle a 60 jours, rappelons-le, pour se retirer complètement de ces zones. L'avenir nous le dira si elle s'inscrit effectivement dans une transparence la plus totale, mais surtout aussi dans le respect de ce cessez-le-feu, en tout cas, ou cet accord, que je rappelle est censé être garanti et respecté, en tout cas par deux acteurs majeurs qui sont la France et les États-Unis. Ceci étant, encore une fois, l'entité sioniste n'a besoin que de peu d'arguments pour pouvoir violer cet accord, mais surtout aussi de redéployer. Ce qui est encore une fois, je me répète peut-être, mais cela est une porte de sortie pour pouvoir s'extraire de ce bourbier et de ce marécage sur lequel elle ne pouvait plus, en tout cas, tenir plus, tant par les moyens financiers, militaires, mais surtout aussi de moyens humains, puisque jamais, au grand jamais, l'armée sioniste n'a connu autant de désertion, autant de fragilité au sein de son armée. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Badis Renissa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en questions internationales et politiques et géopolitiques. Je remercierai également Manuel Pouchelet, qui est spécialiste des questions internationales et militaires. Merci, messieurs.